Aujourd'hui, 579e duel sur la 5, les ovnis, faut-il y croire? S'agit-il simplement d'une croyance? Y a-t-il des dossiers que l'on nous cache? Eh bien, pour en débattre, et avant de vous présenter mes invités, je voudrais vous rappeler ce qui s'est passé en Belgique grâce au talent de Grégoire Degnaud. Dans le ciel de Belgique, il se passe des choses étranges. C'est quand on est venu ici à peu près à ma hauteur que j'ai vu que c'était vraiment un énorme triangle. En quelques mois, ils seront comme lui plus de 700 à voir des ovnis. Ce n'est pas une blague, même les gendarmes témoignent. Un gros engin en l'air, qu'on aura pu identifier, mais avec des puissants phares dirigés vers le sol. Alors les Belges déclenchent une mobilisation générale. Tout le week-end de Pâques, ils auront les yeux en l'air, du simple citoyen au scientifique, en passant par l'armée qui lancera ses avions à la moindre alerte. Nous n'avons rien vu. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas grand-chose à déclarer, si ce n'est que nous avons tourné dans la région de Pervé, de Jordogne. Vu par en dessus, il y a des phares qui ont été repérés par beaucoup de témoins, mais par-dessus, on ne sait pas très bien ce qu'il y a. Dans le ciel, un triangle lumineux. Sur Terre, des traces d'herbe brûlée. La forme est parfaitement ronde. Et puis, si ce week-end Pascal n'a rien démontré, les sceptiques parlent toujours de phénomènes d'hallucination collective. Reste cette image, cette forme ronde filmée par un amateur. C'est bien un objet volant non identifié. Étrange, non ? Alors, tout ceci est-il sérieux? S'agit-il simplement de mauvaises interprétations de phénomènes connus des scientifiques? Ou y a-t-il véritablement des cas qui résistent à l'analyse et sommes-nous des sortes de cobayes visités par les extraterrestres? Pour en débattre, je reçois Joël Ménard, qui est directeur du journal Lumière dans la nuit. Lumière dans la nuit, c'est un bimensuel, donc il paraît tous les 2 mois, et qui est entièrement consacré aux cas d'observation et d'atterrissage d'objets volants non identifiés. Face à lui, il y a René Pelat, qui est président du Centre national de la recherche scientifique. Alors, Joël Ménard, est-ce que vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons vous estimez qu'il faut que la science s'intéresse aux objets volants non identifiés? Je ne sais pas si c'est possible d'espérer un engagement massif, rapide et total de la science dans la recherche en matière d'OVNI. Le peu qu'on sache du phénomène permet d'en douter. Il n'est pas certain que la science puisse, dans son état actuel, avoir rapidement prise sur le phénomène afin de nous en donner une explication. Mais ce que je souhaiterais plutôt, c'est qu'il s'instaure un climat de compréhension et de bon voisinage entre les ufologues, qui sont pour la plupart des gens de bonne foi, qui simplement éprouvent de la curiosité pour des phénomènes qui sont authentiquement incompréhensibles en l'état actuel des choses. J'aimerais qu'il s'instaure un climat de confiance, de respect mutuel et de collaboration chaque fois que c'est possible, même si cette collaboration doit être limitée à des cas ponctuels, à des affaires de traces au sol, par exemple. Ça me paraîtrait tout à fait intéressant. Une petite chose que je voudrais dire, avant de donner la parole à M. Pelat, c'est que si on se pose la question en France de savoir si la science doit ou non consentir à s'intéresser à ces phénomènes, il semble qu'il y ait plusieurs pays dans le monde où cette question a été nettement tranchée dans le sens c'est oui. Le meilleur exemple, apparemment, est celui de l'Union soviétique. On sait depuis quelques mois, depuis le voyage de Martin Costello et de Jacques Vallée à Moscou, à l'automne 89, que, semble-t-il, l'ensemble de la communauté scientifique soviétique, depuis peu de temps, depuis 1 an ou 2 environ, depuis 2 ans probablement, s'intéresse massivement au problème, sans faux fuyant, sans fausse pudeur, en regardant le phénomène en face et en essayant d'y comprendre quelque chose. Écoutez, je vais d'abord essayer, ensuite certainement je vous rejoindrai sur certains points, je vais essayer d'élever un peu le débat. D'abord, la question qu'on peut se poser, et sur laquelle beaucoup de gens travaillent d'une façon directe ou indirecte, c'est l'homme est-il seul dans l'univers? Je crois que c'est une question qui est importante et qui a une connotation scientifique assez précise. Et que fait-on pour ça? Alors, tout le monde sait que statistiquement, il y a beaucoup d'étoiles dans la galaxie, des milliards, qu'il y a des milliards de galaxies. Ça serait vraiment extraordinaire qu'il n'y ait pas un endroit ou plusieurs endroits ou beaucoup d'endroits
où la vie n'est plus se développer. Donc personnellement, je suis convaincu que cela est possible, mais sur des convictions, non sur des preuves, parce qu'on a peu de moyens d'accès direct. Les véhicules spatiaux sont très lents, on ne sait pas les diriger au-delà du système solaire, donc on ne pourra pas aller vers un objet non identifié pour voir s'il y a de la vie, une planète analogue à la Terre, ça sera très difficile. Les meilleurs moyens dont nous disposons sont des moyens optiques ou radiotélescopes, et je dois dire que les progrès dans ces domaines ont permis de mettre en existence des molécules complexes qui, pour beaucoup de scientifiques, sont des molécules prébiotiques. Donc la possibilité de vie dans l'univers n'est absolument pas à exclure. Et je dirais que l'ensemble de la science officielle, puisque souvent on a fait cette séparation science officielle, science non officielle, d'une façon ou d'une autre, par la vérification des théories sur Terre, par la compréhension de la formation de l'univers, y compris de la vie possible, notamment au niveau chimique, et dans une direction positive pour aborder ces problèmes. Donc je voulais dire que si on élève le débat, ça intéresse tous les scientifiques de savoir s'il y a de la vie dans l'univers. Maintenant, pour revenir à la question que vous avez posée, c'est-à-dire sur un certain climat. Je crois qu'il n'y a pas de divorce entre, contrairement à mon avis, à ce que certains ont pu prétendre, entre science officielle, non officielle, des choses qu'on essaye de cacher, des choses qu'on ne veut pas aborder. Je crois que simplement la science est une activité humaine comme les autres, dans laquelle il faut un certain temps pour convaincre les gens qui travaillent d'aller dans une direction ou dans une autre. Moi-même, j'ai certaines expériences que je n'arrive pas à vendre. Je souhaiterais les vendre dans un certain nombre de domaines. Ça prend du temps. Les chercheurs sont occupés. Bon, ils ont leurs propres problèmes. Les moyens de l'État sont limités. Donc, il faut être patient dans ce domaine. Mais il n'y a absolument aucune prévention dans le milieu scientifique et sur l'existence possible de la vie quelque part. Et maintenant, on peut revenir, si vous le souhaitez, au problème des objets volants non identifiés, c'est-à-dire de cette présence de vie que nous ne pouvons détecter directement, mais qui pourrait venir nous voir sous une forme ou sous une autre. Et je crois que ça devrait être l'essentiel du débat. Tout à fait. Vous parliez tout à l'heure des moyens dont disposait l'État pour la recherche et qui sont, comme tout le monde le sait, insuffisants. Il ne me paraît pas évident qu'un certain engagement de la science dans la recherche ufologique nécessite énormément de crédit. J'entends bien que par rapport aux moyens de tout un chacun, ça représente des sommes assez considérables. Mais par rapport au budget global de la recherche, peut-être serait-il possible d'effectuer des analyses lorsqu'on a des traces d'atterrissage, ce qui se produit assez souvent. Actuellement, quand ça se produit, on ne sait pas quoi faire. Les gens qui, comme moi, comme mes amis, s'intéressent aux ovnis, tombent parfois sur des cas de traces au sol. Ça n'est qu'un exemple, hein. Il y a d'autres possibilités où un engagement de la science, même limité, serait envisageable. Mais quand on tombe sur des traces au sol qui sont bizarres, qui sont peut-être attribuables à un atterrissage d'ovni, on ne sait pas très bien, quelqu'un a vu ou n'a pas vu un objet à proximité, etc., on fait des prélèvements, on ne sait même pas les faire très correctement, parce qu'il y a certainement une procédure à respecter et on la connaît plus ou moins bien. Et puis, très souvent, je dirais même dans la totalité des cas que j'ai vus, quand on arrive à faire des prélèvements, on se retrouve avec des bocaux, avec de la terre dedans, des végétaux, on ne sait pas quoi en faire. On n'a pas sous la main un labo qui accepte de faire des analyses. Est-ce qu'on ne pourrait pas simplement envisager ce type de coopération ? Écoutez, je vais essayer de vous répondre. Je vais utiliser le sablier, puisque c'est la coutume ici, sur ce qui existe en France actuellement. Parce que j'y ai moi-même participé dans les années 70. Il y a eu 2 organismes successifs, l'un qui s'appelait le GEPAN, c'était le groupement d'études des phénomènes atmosphériques non identifiés. Et ensuite, maintenant, il y a le CEPRA, qui est un centre d'études des phénomènes de rentrée atmosphérique. Ces 2 organismes sont au CNES Toulouse et ont subi, bien entendu, au cours du temps, des modifications et certains diraient des vicissitudes. Je connais personnellement les gens qui travaillent dans ces domaines et je puis garantir qu'ils font un travail de qualité le plus sérieux possible. Ils ont des contacts tout à fait officiels, aussi bien avec la gendarmerie nationale que l'armée de l'air et que l'aviation civile.
Ils ne disposent pas de moyens pour faire l'étude systématique dont vous parlez, mais ils font des enquêtes sur terrain très sérieuses. Je ne vais pas commenter plus longuement les phénomènes d'illusion optique ou les témoignages plus ou moins sérieux. Je résumerai en disant que sur 1900 enquêtes qui ont été faites par eux depuis 1974, ils ont repéré quelques cas que vous avez mentionnés, de traces dont l'explication simple en termes physiques habituels échappe pour l'instant à l'interprétation. Je crois qu'effectivement, il ne serait pas déraisonnable de faire des analyses un peu plus sérieuses, un peu plus poussées, pour savoir ce que ces traces signifient. Donc moi je considère que, non seulement l'État n'ignore pas le problème, peut-être ne met-il pas assez de moyens. Comme vous l'avez mentionné, les moyens sont à partager entre plusieurs disciplines, mais je crois qu'actuellement on dispose pour tous les corps en rentrée atmosphérique sur la Terre, pour des raisons évidentes, parce qu'il faut suivre tous les débris de satellites, donc pour les objets identifiés, on dispose d'une organisation très sérieuse qui a tous les contacts nécessaires et les informations nécessaires avec les informations américaines, soviétiques ou autres, et qui est disponible pour intervenir sur le terrain lorsque les gendarmes ou l'armée de l'air ou l'aviation civile leur demandent. Et comment un organisme privé ou même un individu peut-il contacter un organisme officiel dans le but de simplement aboutir à des analyses de prélèvements et peut-être même au préalable faire les prélèvements correctement. Est-ce qu'il y a un processus qu'on pourrait envisager pour cesser de s'ignorer et mieux collaborer? Je pense par exemple à ce qui s'est passé en 89 au mois de juillet à Marcilly, en Seine-et-Marne. Il y a eu des traces très étonnantes qui ont été trouvées dans un champ. On a discuté longuement pour savoir si c'était des traces d'atterrissage d'OVNI ou pas. On a fait des prélèvements. Les prélèvements ont été, je dirais, gaspillés, perdus, parce que nous n'avons pas su à qui les donner. Je crois que ça vient de deux choses. Ça vient en particulier du fait que la recherche ufologique est victime d'une mauvaise image de marque, de clichés qu'on a plaqués sur elle. Et en fait, elle se trouve dans un ghetto. Et quand quelqu'un fait un travail sérieusement et essaie d'aboutir à des résultats concrets, il se trouve isolé, il ne sait pas à qui s'adresser. Qu'aurait-il fallu faire à ce moment-là? Je crois qu'on peut essayer de vous répondre avec ce que je ressens dans ce problème. La première réponse, à mon avis, c'est que peut-être on peut estimer que les forces pour intervenir sont insuffisantes, qu'il faudrait rajouter quelques crédits pour les enquêtes dont vous parlez. La deuxième, c'est que c'est un phénomène très difficile à appréhender. Il y a des phénomènes optiques, il y a des phénomènes de traces, il y a des phénomènes dans lesquels les gens sont de bonne foi mais peuvent être trompés par la difficulté d'interprétation d'un phénomène de type atmosphérique. À mon avis, ce sont des problèmes qu'il ne faut pas passer sous silence et qu'il faut aborder raisonnablement. Donc moi je crois qu'il y a les éléments en place pour le faire, peut-être sont-ils à renforcer, à développer, et peut-être est-il nécessaire de faire quelques expertises plus sérieusement. Mais je crois qu'il n'y a pas de divorce entre une partie des scientifiques ou une partie des ingénieurs et puis les autres. Je crois simplement que c'est quelque chose à prendre très calmement. Je me réjouis. Messieurs, je vous remercie. Je montrais simplement la revue dont vous êtes le directeur, Lumière dans la nuit, pour tous les passionnés d'OVNI. 6 numéros par an. Et ça coûte combien? L'abonnement coûte 165 francs par an. Et vous pouvez donner l'adresse si vous voulez. Alors l'adresse de Lumière dans la nuit, c'est 5 rue Lamartine, 91 220 Bretigny-sur-Orge. Alors on le répète parce que je suis sûr qu'ils n'ont pas le temps de noter. Lumière dans la nuit, au pluriel, 5 rue Lamartine, 91 220 Bretigny-sur-Orge. Messieurs, je vous remercie. Nous vous posons une question qui est simple maintenant. Lequel des deux débatteurs vous apparaît le plus convaincant? Je regrette un petit peu, je vous le dis, Joël Ménard, je crois connaître aussi un tout petit peu le dossier des OVNI. Je ne suis pas intervenu volontairement, sinon j'aurais dit « Ah, évidemment, vous êtes partisan », mais je regrette un peu que vous ayez fait un débat un tout petit peu technique et que vous n'ayez pas assez parlé aux téléspectateurs des cas récents, d'atterrissage, d'observation, etc., mais que vous ayez plutôt essayé de trouver une procédure pour que ce que vous appelez les ufologues, ce qui ne veut pas dire grand-chose, parce que n'importe qui peut être ufologue, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui s'intéresse aux OVNI et qui quelquefois se croit plus malin que ce que certains appellent la science officielle. Je regrette un petit peu que vous ayez entraîné nos téléspectateurs sur ce terrain, mais nous referons un débat sur les
les ovnis. C'est promis. Alors, lequel des deux débatteurs vous a le plus convaincu? S'il s'agit de Joël Ménard, c'est le 36 65 10 00. S'il s'agit de René Pelat, qui est président du CNRS, 36 65 10 01. Et toujours le Minitel, 36 15, code la 5. En tout cas, c'était un débat très constructif, très calme, très pondéré, ce qui augure bien de l'accueil des extraterrestres que nous sommes en train de préparer sur la 5. Dans un instant, le 13h. Le débatteur vous a le plus convaincu, Joël Ménard, directeur du journal Lumière dans la nuit, consacré aux ovnis, 79%. René Pelat, président du Centre national de la recherche scientifique, 21%. Vous pouvez continuer à voter pour l'un ou pour l'autre, c'était un débat très constructif et courtois. Pour Joël Ménard, c'est le 36 65 10 00. Pour René Pelat, 36 65 10 01. Et toujours le Minitel, 36 15, code la 5 jusqu'à 17h. Le journal